C'est important de garder cette émotion et même si elle vient parasiter tes images, elle permet aussi de décupler ta créativité, de décupler le challenge, de saisir l'instant. Moi, ça me transcende, ça me pousse peut-être à faire des plus belles images. En tout cas, je sais que si demain j'ai plus cette émotion, ce ressenti, cette chose qui t'anime, en fait, je suis pas sûr que je continuerai à faire ce métier parce que au final, c'est la photo, tout ça, c'est un petit peu l'excuse pour être passer ces moments, ces émotions qui parfois sont même impossibles à retranscrire. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Toutes les explications sont sur storylific.com. Si toi aussi, tu te réveilles certains matins en te demandant ce que tu fais là, à vivre une vie qui n'est pas la tienne, tu ressens ce que mon invité du jour a ressenti également. À 32 ans, il décide de se lancer dans cette carrière que tant lui déconseille tant elle est hasardeuse. Son talent lui a donné raison. Mondialement reconnu pour ses photos de la vie sous-marine, Greg Lecœur ne regrette rien. Entretien avec le parrain du Salon de la Plongée de Paris 2025, 26e édition, qui se tiendra du 9 au 12 janvier. Intéressé ? J'ai 2 fois 5 places à vous offrir de leur part, on en reparle en fin d'épisode. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Greg Lecœur. Bonjour Anne. Tu es photographe sous-marin français, reconnu pour tes images saisissantes de la vie marine. Tu es né à Nice et as développé très jeune une passion pour l'océan. Donc tu as abandonné ensuite une carrière dans les affaires pour poursuivre ton rêve de devenir photographe sous-marin professionnel. Tu es autodidacte, je pense, et tu as appris à maîtriser la photographie et la plongée en explorant les eaux du monde entier. Alors tes œuvres sont publiées dans de nombreuses revues internationales. Tu as reçu le prix de photographe de l'année du National Geographic, donc pour section nature et vie sous-marine, pour une photo dans le Sardine Run. Tu peux nous parler de cette photo que je connaissais d'ailleurs. J'ai vu, je dis mais donc c'est bien, je recolle l'image avec le nom. Alors le Sardine Run, c'est un spectacle animalier qui a lieu chaque année dans les eaux d'Afrique du Sud, où des millions de sardines migrent en fait le long des côtes pour se reproduire, et du coup ça attire tous les prédateurs marins des alentours et qui se mettent à chasser à l'unisson. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On entend souvent parler des migrations, des gnous, des baleines, mais là il y a une grande migration de sardines qui offre peut-être le plus beau spectacle animalier sur la planète. Ouais, j'avais pas mal de reportages là-dessus, c'est absolument magique. Alors, tu as fait donc pas mal de concours photo, mais tu es plutôt passé de l'autre côté de la barrière depuis quelque temps, tu es plutôt côté jury, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, et tu seras le parrain du Salon de la Plongée 2025, félicitations. Oui, merci, je suis très honoré et ravi de participer à cette prochaine édition en tant que parrain. Alors, tu es un fervent défenseur aussi de la conservation marine. Tu utilises tes images pour sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins, et ça, on va en parler aussi au cours de l'entretien. Donc, on va refaire un peu ton parcours, on va parler de tes grands projets, et on arrivera à parler un petit peu donc de cette protection par l'image, par le beau. Donc d'abord, tu as grandi bercé entre les images de Cousteau, avec le grand bleu aussi, qui t'a donné des envies de bleu, encore plus, je pense.
Oui, oui, tout à fait. Écoute, quand j'étais jeune, c'était vraiment l'année où ils diffusaient tous ces documentaires et c'est vrai que c'était passionnant et ça restait plein de mystères et ça donnait envie d'aller explorer les mers et océans. D'autant que j'habite à Nice, hein, je suis né à Nice, j'ai fait toute ma vie à Nice et la nature, elle est partout autour de nous, donc entre les montagnes du parc national du Mercantour et la Méditerranée. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir aller assez facilement se mettre à l'eau, ça donnait vraiment beaucoup d'inspiration. Vous êtes vraiment dans un des plus beaux coins du monde, quoi. L'arrière-pays niçois, j'aime beaucoup aussi. Donc, au début, tu t'es voué à une carrière tout à fait classique, en fait. Oui, alors j'étais toujours attiré par la nature hein, depuis que je suis tout petit. Mon père avait construit une petite maison à côté de Nice et c'est vrai que je passais mon temps à aller explorer un petit peu la campagne et les ruisseaux avec les têtards. Donc j'ai été bercé là-dedans, donc j'ai un fort attrait pour la nature. Ensuite, la mer, je dirais, a pris le dessus et ces envies d'explorer, cette passion en fait pour la biologie marine qui est venue assez rapidement que j'ai fait plutôt vraiment par passion. Donc, dès mon plus jeune âge, je lisais des bouquins, tout ce qui touchait à la mer pour essayer de comprendre, de connaître mieux comment fonctionnaient les océans. J'aime beaucoup comprendre en fait comment fonctionnent tous ces écosystèmes. Et des livres comme celui d'Yves Lefebvre hein, sur les baleines à bosse en Polynésie, c'est vrai que moi ça me faisait rêver. Je me disais que je voulais être à la place de celui qui avait fait la photo en fait. Voilà comment ça a commencé. Et tu as fini par être à la place de celui qui a fait la photo, ou presque. Enfin, ça a commencé comment? Il y a eu un déclic dans ton changement de carrière, un moment où tu dis non, mais là, c'est ce que je veux faire. J'ai fait des études de comptabilité, de commerce, hein, mais tout en me documentant sur le monde marin. La vie a fait que je voulais suivre la voie de mon père, reprendre cité familiale. Donc voilà, j'ai fait des études sauf que cette passion est devenue de plus en plus forte. Dès que j'avais un petit peu de temps libre, je partais explorer la Méditerranée. Ensuite, j'ai créé ma propre société dans le département voisin, dans le Var. Et là, j'ai commencé à gagner ma vie, donc j'ai pu passer mes niveaux de plongée, j'ai acheté un petit bateau. Et là, c'est vraiment devenu presque obsessionnel, où dès que j'avais 2 minutes entre deux clients, je partais explorer notamment le large de Méditerranée. Le fait d'aller naviguer, si tu veux, je commençais un petit peu à sortir des sites classiques et des observations qu'on pouvait faire en plongée sous-marine. Et j'ai commencé à croiser des dauphins dans la baie des Anges, des poissons-lunes, des tortues. Et au bout de quelques années, j'ai eu cette rencontre incroyable avec un gros banc de globicéphales au large de Nice. Et le moment était absolument magique puisqu'il y avait une mer d'huile, je voyais quasiment plus la côte. Et il y a un banc de 60-80 individus qui sont venus tourner autour du bateau. J'ai coupé le moteur du bateau et ils sont restés avec moi pendant plusieurs dizaines de minutes. Ils ont commencé à socialiser. Je les entendais communiquer entre eux. Donc voilà, je connaissais même pas cette espèce, encore moins en Méditerranée. Et quand je suis rentré à terre, en fait, j'ai commencé à raconter cette rencontre à mes proches, à ma famille. Et au final, tout le monde était un petit peu dubitatif, je dirais, sur cette rencontre. Et c'est là que j'ai décidé d'acheter mon premier appareil photo pour pouvoir documenter, ramener des souvenirs et partager mes expériences quand j'allais explorer ou plonger en Méditerranée. Donc la photo, c'est pas du tout dans l'idée de devenir un grand photographe, c'est vraiment juste pour dire, vous voyez que je les ai vus, enfin, regardez ce que j'ai vu, c'était le partage donc. Hein. C'était vraiment pour apporter des témoignages, sauf que mon père faisait un petit peu de photos, donc j'avais un peu une attirance vers la photo, mais je m'y étais jamais mis. Et c'est vrai que je suis vraiment tombé passionné d'images. Hein. On me connaît beaucoup pour mes photos sous-marines, mais je pratique tout type de photographie. Je travaille pour des magazines voyage, notamment pour le Figaro Magazine, et du coup, je fais beaucoup d'animalier, du paysage, du drone, voilà. Mais ma spécialité et ma préférence reste quand même le monde sous-marin. Est-ce que tu es comme Yann Arthus-Bertrand, où les photos dont tu te souviens le mieux, c'est celles que tu as ratées, que tu n'as pas réussi à capturer, celles qui continuent à te rester la nuit comme ça? Ouais, alors je suis assez perfectionniste aussi, donc j'imagine comme tous les photographes qui réussissent. Donc du coup, oui, on rate des images, c'est vrai, ça donne envie de les refaire, d'aller, voilà. Puis c'est aussi une bonne raison hein, pour aller passer du temps dans la nature. Quand tu as décidé de devenir photographe, que c'était ta vocation, donc que tu t'es pris au jeu, comme tu l'expliquais, tu as contacté quelqu'un qui t'a fait entendre qu'il fallait d'abord peut-être que tu te fasses un nom.
Tu peux nous expliquer cette histoire? Parce que ton parcours est intéressant, justement, voir comment est-ce qu'on devient un photographe professionnel. Oui, alors la passion qui devenait dévorante et puis j'avais un peu l'impression, même si tout se passait bien, j'avais un peu l'impression de pas vivre la vie comme je l'entendais, d'avoir cette passion qui me rongeait au quotidien. Hein. Quand je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'est que je regardais la météo. Quand je prenais ma voiture pour aller bosser, je voyais la mer et quand la mer était calme, je me disais que j'avais encore perdu une journée en mer et que du coup, je voulais que mon bureau devienne la mer. Donc, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai fait un tour du monde pendant 1 an. J'ai vécu une aventure incroyable, notamment aussi bien pour les rencontres sous-marines, mais aussi une expérience humaine. Hein. Le voyage, c'est quelque chose que j'adore. On rencontre des personnes, en plus dans notre domaine, on va plutôt rencontrer des gens qui ont la même passion, donc qui ont la fibre. Des fois, il n'y a pas besoin de se connaître depuis très longtemps et on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours parce que il y a l'alchimie qui est là. Et pendant ce voyage, j'ai développé mon style photographique, donc j'ai réussi à faire des images un petit peu nouvelles, insolites, je dirais. Et en rentrant en France, au bout d'1 an, bah, je me suis dit que voilà, moi j'avais qu'une envie, c'était repartir comme reporter. Donc j'ai présenté mes images à un magazine dont je tairai le nom, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, mais quand je les ai rencontrés, donc Ah c'était bah c'est pour d'ailleurs ça, hein. C'est pour ça, ils avaient qu'à accepter les photos. Ils en seraient pas là. voilà, c'est d'ailleurs forcément au salon de la plongée. Donc je les avais rencontrés et je m'étais présenté. Et quand je leur ai montré mon portfolio, ils m'ont dit écoute, tu as des superbes images, mais qui es-tu? Donc j'avais pas trop aimé la question, donc je leur ai répondu bah, je suis grec de Nice, et donc ça avait beaucoup fait rire et je leur avais dit, et ils m'avaient dit écoute, le jour où tu auras un nom, bah, reviens nous voir, on publiera tes photos. Donc je leur avais posé la question bah, comment on se fait un nom dans ce milieu, et c'était quelques mois avant le festival de l'image sous-marine qui avait lieu à l'époque puis à Marseille. Donc j'ai envoyé mes premières images à ce concours et j'ai remporté le prix de la photo du portfolio, le plongeur d'or. Et du coup, je les ai revus l'année d'après et ils m'ont dit bon allez, on va faire des histoires avec toi. Sauf qu'entre-temps, j'ai travaillé avec d'autres magazines hein, qui, quand ils ont vu mes images, ils avaient qu'on travaille ensemble. Voilà pour la petite anecdote. Oui, ouais, mais c'est intéressant de voir voilà, comment on se fait un nom, comment est-ce que c'est pas que le beau qui prime au début. C'est vrai qu'on aime bien quelqu'un de déjà connu, plus facile de se faire connaître, mais on n'en a plus besoin, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc c'est intéressant. Et puis, bah oui, les concours. Tu disais aussi les concours, ce n'est plus trop Enfin oui, tu es en jury, mais ça a encore changé en plus la mentalité autour du Oui, concours. alors j'ai eu la chance de gagner des grands prix dans beaucoup de concours internationaux, aussi bien qui touchent le monde sous-marin, mais aussi le monde de la nature et même des concours photographiques qui traitent un petit peu de tous les sujets. Donc c'est des très très belles reconnaissances. Donc oui, ça aide à faire un nom. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, le monde du concours c'est tellement développé qu'il y a tellement de concours. Dans un concours, on donne beaucoup de prix. Voilà, sachant qu'à la base, pour moi, la photo, c'est le partage et c'est pas une compétition. Je peux encore plus en témoigner en tant que jury. Je suis persuadé que quand on fait le jury d'un concours photo, qu'on le fasse d'un jour à l'autre ou même le matin, le soir ou quoi, notre sensibilité en tant que jury, elle peut être différente. Les images, il y a énormément de très très belles images qui mériteraient de gagner un concours, donc c'est très difficile à départager. Donc voilà. Ah oui, tu sais, on a en Belgique, ici, on a un concours de musique qui s'appelle le concours Reine-Elisabeth et on sait toujours que dans les premiers prix, ce sera en général, plus tu passes tard, mieux c'est quoi. Si tu es excellent mais que tu es au début de la semaine, on va t'oublier en fait hein, au moment des délibérations et donc il vaut beaucoup mieux être dans les 2 derniers jours, voire le dernier jour pour être sûr d'être sur le podium, de recevoir un des prix, quoi, d'être dans les lauréats. Que si tu es trop tôt, ça va pas. Donc parfois aussi il y a une espèce d'accumulation, de crescendo. Donc je pense aussi ça dépend, ton image a été vue quand, etc. C'est très difficile de bien juger une photo. Il y en a qui font consensus tout de suite parce qu'elles ont vraiment quelque chose de plus, mais sinon il y a tellement de belles images. Je crois que c'est très compliqué d'être dans un jury, ouais. Oui, c'est très subjectif. Après, ce qui est intéressant dans moi, ce que j'aime beaucoup dans les jurys, c'est que bah, pendant les sessions, on défend les images qu'on aime et on peut se rendre compte qu'on a tous des sensibilités différentes. Donc, des fois, un autre membre du jury va nous montrer quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, on l'avait pas vu sous cet angle. Donc, ça permet de débattre. Voilà, c'est très intéressant. Mais voilà, hormis quelques photos qui se démarquent totalement
des concours. C'est vrai que les concours peuvent être assez ingrats pour les participants parce que voilà, c'est de l'art et l'art, c'est très subjectif. Ouais. T'as la meilleure place, quoi, maintenant. Ouais. Alors ça ne veut pas dire que je referai pas des concours plus tard, hein. Ouais, ouais. Voilà, les concours, ça, voilà, c'est intéressant. C'est aussi le moyen de, je parle au nom de tous les photographes, hein, mais c'est le moyen de faire découvrir son travail. C'est le moyen de gagner en communication aussi, ceux qui ont besoin de communication et d'être vus. Voilà, après, à gagner un concours, ça ne fait pas une carrière. Comme publier une image dans un magazine, ça ne fait pas faire une carrière. Le plus compliqué après, c'est de rester au sommet. Qu'est-ce qui Voilà. fait, voilà, qu'est-ce qui fait une carrière? Qu'est-ce qui fait rester? Je pense que c'est l'authenticité. Je pense que c'est le travail, c'est sur le long terme et c'est l'authenticité qui fait donner un nom et qui fait perdurer dans le temps. Aujourd'hui, je vois notamment en plus avec les réseaux sociaux, tout ça, je trouve qu'il y a plein de jeunes photographes, vidéastes très très talentueux, mais j'ai l'impression qu'ils veulent aller beaucoup plus vite que la musique, qui surcommuniquent, qui traitent pas le sujet à fond en fait. C'est pas juste de faire une image et de la balancer sur les réseaux. Voilà, il y a tout un travail derrière. Il faut travailler ces sujets à fond. Et je pense que c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait la différence, et surtout d'aller travailler des sujets qui n'ont pas déjà été faits ou peu faits. Ou voilà, c'est une manière de se distinguer aujourd'hui, je pense. Mhm. Mais tu donnais un conseil que j'avais beaucoup aimé, que si on veut devenir photographe animalier ou sous-marin comme toi, première chose, c'est de commencer par le sujet vers lequel on est porté, celui qui nous intéresse. Donc pas nécessairement chercher tout de suite l'exception, mais pour commencer, se laisser d'abord porter par les tripes, hein. Oui, bien Mhm. sûr. Alors, pour moi, une belle photo, déjà, c'est la photo qu'on aime, qu'on a envie de faire. Mais c'est important d'aller, je dirais, enfin voilà, moi, quand je pars en mission, faire des images, il y a un grand travail en amont pour bien connaître l'espèce, voilà, je me documente énormément. Et ça, je pense, ça se ressent après dans les images parce que le but de l'image, c'est de raconter une histoire. Et cette histoire, tu la racontes souvent quand tu vas retranscrire un petit peu le comportement d'un animal ou une expression, une sensibilité. Voilà, sous l'eau, quand on met un masque sous l'eau, on est rapidement émerveillé par tout ce qui se passe. Après, la difficulté, c'est de le retranscrire, ce que nous, on voit et ce qu'on vit sous l'eau. Et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté voilà, de la photographie animalière, de recréer ce moment, cette émotion qu'on a pu vivre. Et ça demande de bien se placer, d'anticiper. Des espèces qui sont compliquées à trouver, faut bien connaître leur mode de vie, leur habitat pour aller les dénicher. Enfin voilà, il y a tout un travail derrière qui, je pense, se retranscrivent dans les images parce que si on veut créer des images un petit peu différentes ou des images wow, il faut aller jusqu'au bout du process, je pense. Ouais. Mais je crois, enfin, je te rejoignais dans le sens de dire qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Quand on n'a pas encore fait de photos, c'est bien de prendre un sujet qui va tellement nous passionner qu'on va plus compter nos heures. Parce que si on essaie déjà de dire, ah oui, cette petite crevette bazar machin, super difficile à la capter, moi je vais aller dessus, mais ça me passionne pas, on va vite être découragé parce qu'il y a tellement d'heures à prester avant d'arriver à quelque chose. Je crois que c'est bien de faire ses gammes sur quelque chose qu'on adore faire pour arriver à ton niveau où effectivement on va être peut-être chercher d'autres sujets plus stratégiques mais pour avoir cette passion qui fait qu'on va justement dans le temps Alors continuer c'est sûr que continuer à avoir envie. la photographie, faut pas compter le temps. Que ce soit la photographie animalière terrestre, la photographie sous-marine. Il faut pas être pressé, faut pas compter les heures, hein. Si on voit ça comme un job lucratif, je pense que c'est pas On va vite arrêter. Hein. la bonne option. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre pleinement de la photographie, hein, même de manière générale, hein, pas que de la photographie animalière. Et il faut que ça reste une passion. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence, hein. Quand on est passionné, on compte pas les heures, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Voilà. Quand je suis arrivé au devant de la scène, j'étais un petit peu un ovni dans le milieu, hein, notamment dans l'industrie de la plongée, puisque personne m'a vu venir. Mais en amont, il y avait plusieurs années de travail. J'ai tout largué pour me lancer là-dedans. Quand je parlais avec d'autres photographes, ils me faisaient comprendre que la photographie professionnelle n'était pas dans ses plus belles années, hein. Donc c'est vrai que ça pouvait décourager. Mais voilà, moi j'ai écouté ma petite voix au fond de moi et je me suis dit, je veux le faire parce que voilà, je veux au moins essayer.
Je ne veux pas me retourner dans quelques années et me dire j'ai pas essayé de vivre de ma passion. Ouais, ouais, c'est ça que c'est, oui. C'est ça que j'aimais bien dire, de suivre d'abord le cœur, faut pas le faire pour d'autres raisons, sinon on tiendra pas dans le temps, c'est trop dur. Mais quand on aime, bah, c'est pas dur, c'est ce que tu voulais Ouais, faire de toute façon, donc. et je pense que c'est important aujourd'hui que les gens, de manière générale, se passionnent, soient curieux. Il n'y a pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour remplir sa passion, mais il faut déjà avoir une passion, je pense. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens n'ont pas forcément de passion ou de gros intérêt pour une activité. Voilà. Et ça, je pense que pour être accompli dans la vie de tous les jours, c'est important d'être passionné, d'être curieux, de s'intéresser et d'essayer d'aller jusqu'au bout de sa passion, de se lancer des challenges dans le sport ou je ne sais quoi. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on perd un peu cette passion authentique d'aller se challenger, d'aller jusqu'au bout des choses, de s'écouter, d'essayer de faire ce qu'on aime et non de suivre un petit peu les avis des uns et des autres. Voilà, comme moi quand j'ai quitté ma boîte, quand j'ai changé de vie, tout le monde disait que je faisais un suicide professionnel. Voilà, personne ne comprenait, mais personne ne pouvait me faire changer d'avis. Moi, j'avais envie de le faire et je me suis dit, bah, écoute, je le fais. Si ça marche pas, au moins, je l'aurais fait. Mais voilà, je pense que voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est si on a une passion, une idée en tête, c'est de se donner les moyens de le faire. On dit la même chose aux podcasteurs entre nous, hein. Je crois qu'on est aussi dans une société où la guerre pour l'attention, hein, on dit toujours avoir du temps de cerveau disponible, c'est ce que disait, je crois, je sais plus quelle chaîne de télévision qui avait choqué en disant ça il y a des années, mais c'est toujours ça, c'est la bataille pour avoir notre attention. Et donc quand effectivement on te biberonne, dès que tu as un peu de temps libre, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, etc. Ceux qui n'arrivent pas à se trouver une passion, je crois que moi, écoutez, arrêtez pendant 6 mois la télé et les réseaux sociaux, vous allez la trouver, votre passion, hein. Si vous arrêtez d'essayer de remplir tous les vides par l'extérieur et que ça vient de l'intérieur, ça viendra. Oui, c'est un petit peu je pense, le mal d'aujourd'hui, hein. Les générations d'avant, nos parents, nos grands-parents, ils passaient énormément de temps enfin, je sais pas si je dérive là, mais Non, vas-y, c'est super. ouais, alors moi j'aime beaucoup parler de ça parce que nos grands-parents, par exemple, ils prenaient le temps d'aller faire le marché, d'aller cuisiner, ils achetaient les produits qu'ils voulaient, ils devaient faire plusieurs commerçants pour acheter leurs matières premières. Ensuite, ils passaient du temps à cuisiner. C'était un petit peu la routine. Aujourd'hui, nous, tout est tellement facilité qu'on dégage beaucoup de temps libre. À chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone aujourd'hui, c'est tout le temps la course, hein. Tout le monde est pris par le temps et tout le monde court partout. Comment ils faisaient à l'époque, ils prenaient le temps, tu vois. Et je pense que ce temps-là qu'on nous laisse, hein, le fait de simplifier la vie, je dirais, ça nous laisse beaucoup de temps. Et ce temps, il n'est pas forcément bien utilisé. Alors je fais référence notamment aux réseaux sociaux, hein, où dès qu'on a un peu de temps libre, bah, le réflexe c'est de prendre son téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, moi j'aime pas du tout les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux, même si je dois l'utiliser professionnellement, mais voilà, j'ai pas besoin d'aller sur les réseaux pour montrer que j'ai une vie formidable ou faire croire que j'ai une vie formidable. Moi, je la vis à fond, et c'est un petit peu le mal aujourd'hui. Si on prenait moins de temps sur les réseaux et qu'on s'intéresserait à des vraies choses, je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus heureux que de compter leurs likes ou leurs followers sur les réseaux. Je dis pas que les réseaux c'est pas intéressant, hein, parce que c'est une bonne manière aussi de faire passer des messages, de se tenir informé de l'actualité. Il y a du bon, hein. Mais je trouve qu'il y a et puis les contenus sont pas toujours de haut niveau, hein. Plus c'est de la bêtise entre guillemets, et plus ça marche. Enfin, fermons cette parenthèse réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je veux dire, ça nous bouffe un temps qui pourrait être tellement mieux exploité. Et parfois, c'est un petit peu enrageant. Donc, c'est vrai que je me pose souvent la question, est-ce que je reste sur les réseaux pour communiquer sur le podcast ou pas? Mais bon, si t'es pas, voilà, photographe, c'est le même combat. Donc, ouais. Alors, parlons un peu de tes grands projets. On va parler notamment du projet Antarctique, qui a donné naissance à un très beau livre, Antarctica. Et là, tu es parti avec justement un apnéiste. Est-ce que c'est le Grand Bleu qui a orienté ce genre de souhait d'approche, ou comment c'est arrivé? Puis tu es parti avec Guillaume Néry, c'est ça? Alors oui, Là-bas. Et Florent oui, Fischer, le caméraman Florent Fischer, oui. c'est ça, le caméraman de Behind the Mask. En fait, le projet est parti avec donc Florian. Ça faisait des années qu'on se suivait, qu'on se croisait furtivement de destination en destination. Et puis un jour au boat shop en Allemagne, hein, il est allemand. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait monter une aventure en Antarctique, une destination dont on rêvait tous les deux d'aller.
Et on a proposé à Guillaume de venir avec nous. L'idée, c'était d'avoir un petit peu trois regards différents. Donc un apnéiste, un caméraman et un photographe sur cette destination, hein, qui est une destination déjà assez magique, mais c'est aussi le premier observatoire du réchauffement climatique. C'est vrai qu'à Nice, ça fait 45 ans que j'entends parler du réchauffement climatique, mais sincèrement, c'est difficile de toucher du doigt les impacts du réchauffement climatique. Alors, sauf ces dernières années, on touche vraiment du doigt avec cette sécheresse, les inondations qu'il y a autour du bassin de la Méditerranée. Donc, on est au cœur aujourd'hui de ces impacts du réchauffement climatique. Mais à l'époque, l'idée, c'était d'aller sur place et de faire un petit peu un regard croisé, de ramener des témoignages et d'aller documenter, bien sûr, et plonger avec la biodiversité polaire de l'Antarctique. On va peut-être raconter d'abord l'aventure dans l'aventure, parce que c'est vrai que vous avez essayé de minimiser le carbone, et donc vous avez choisi un petit voilier de 15 mètres pour vous rendre en Antarctique. C'est 5 jours de navigation, et c'était pas vraiment un miroir, hein, cette mer. Raconte-nous un peu, parce que même depuis le départ, ça a été compliqué. Oui, alors on est parti sur le Kotik, hein, qui est le bateau d'Alain Karadec. Maintenant, il a arrêté de faire ça. C'est un vieux monsieur, mais c'est pour moi une légende. C'est 40 ans d'exploration, de navigation en Antarctique, donc dans des mers très compliquées, hein, avec le Cap Horn et le passage de Drake. Il a amené Luc Jacquet, National Geographic, enfin voilà, toutes les grandes productions sont parties avec lui, donc il avait une grande expérience, hein, des lieux et ce pourquoi on allait là-bas. Donc on s'est donné rendez-vous à Ushuaia, on a embarqué à Ushuaia, on a préparé le bateau, donc on s'est rendu compte du bateau. Alors c'est pareil, le bateau il est légendaire, mais le bateau il a des années 70, donc il est plutôt jeune, et surtout qu'il était tout petit. Et nous, on a débarqué avec beaucoup de matériel, plongée, photos, tout ça. Donc, ça a déjà été une première étape de pouvoir embarquer tout le matériel, hein. On a plein d'anecdotes hyper marrantes à raconter. On a dû démonter sa cuisine, on a démonté sa bibliothèque pour pouvoir passer. Et à chaque fois, donc c'est un Breton, hein, donc il a un petit caractère sympathique, mais voilà, à chaque fois, il a fallu un petit peu négocier tout ça. Puis Alain, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main, donc c'était une super expérience déjà de partager ça avec lui. Et du coup, nous voilà partis donc, dans le canal de Beagle et on va se poser à Puerto William pour attendre ce qu'on appelle la fenêtre météo, hein, puisqu'on doit passer le passage de Drake. On a 5 jours de navigation dans des mers plutôt hostiles. Donc on attend cette fenêtre météo qui au final mettra beaucoup de temps à venir. Donc il a fallu attendre. Donc tout le matériel en plus était au fin fond des cales du bateau. Donc tous les jours on se posait la question, est-ce que ça vaut le coup de tout ressortir pour juste aller tremper nos palmes dans le coin. Donc finalement on a attendu quasiment 2 semaines pour pouvoir s'engager dans le Drake. Ensuite on a passé 5 jours dans le Drake, hein. C'était un petit peu la machine à laver, hein. Donc voilà, faire des pâtes au beurre, c'est un challenge. Donc voilà, je vous passe les détails, mais c'était une très 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 belle expérience. Et puis Quel est le premier qui a eu le mal de mer? Non, ça va, ça a été? Ouais, on l'a tous plus ou moins eu, hein. Voilà, Oui. là tu mets l'ego de ton côté et tout le monde l'a plus ou moins eu. On avait des très très bons skippers qui ont tout géré. Voilà, donc nous on avait juste à gérer notre mal de mer entre guillemets. Et ensuite, voilà, nous voilà arrivés en péninsule. Alors ce qui est marrant, c'est que dès que tu arrives là-bas, tu as vraiment l'impression d'être dans une autre dimension, tu oublies toutes tes galères d'avant. Par contre, on avait un petit peu de pression puisqu'on était parti pour 4 semaines. On a réussi à étendre à 5 semaines et du coup, sur place, il nous restait peut-être une dizaine de jours. Donc, ce sont des projets qui coûtent horriblement cher, tu vois. Donc, chaque jour que tu passes à attendre, c'est une journée perdue. Et sur place, tu connais la nature, hein, il faut du temps pour pouvoir explorer, documenter, sachant qu'à chaque fois qu'on décidait de faire une plongée, tu mets genre 2 heures à te préparer, hein, des combinaisons en 9 mm, on est à l'étroit dans le bateau, dehors il fait froid. Voilà, donc ça a été un sacré challenge à chaque fois de se préparer pour ces plongées. Et une fois dans l'eau, tu oublies tout ça parce que voilà, tu es en face d'iceberg, tu es vraiment dans un monde fascinant, peu connu au final, peu plongé. Et on a eu la chance par contre de faire de très très belles rencontres.
Ouais. Si vous saviez rester combien de temps comme ça en plongée, hein? Alors, comme on était avec Guillaume, l'idée, c'était pas de faire, entre guillemets, de la plongée traditionnelle, de descendre à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres et d'explorer. L'idée, c'était un petit peu de le suivre et d'aller un petit peu là, dans les zones où il y avait de la vie. Donc, on avait notre annexe. On avait pris plutôt des petites bouteilles, des petits ponis qui nous permettaient de faire un petit peu entre l'apnée et la plongée, sachant que les espèces qu'on voulait documenter, on les trouve entre 0 et 10 mètres, je dirais. Maintenant, on peut peut-être parler de ces regards croisés, vos expériences. Oui, alors ça, il faudra peut-être forcément leur poser peut-être la question, mais De vos moi, discussions. oui, donc les plongées, écoute, donc fascinantes. On avait vraiment deux regards. Enfin, moi, j'avais surtout deux regards. Le premier, c'était d'aller un petit peu documenter ces impacts du réchauffement climatique, notamment sur la biodiversité, donc d'aller voir ce qui se passait. Et une autre qui était plutôt une quête personnelle, un peu plus égoïste. D'aller photographier l'un des plus grands prédateurs de la planète qui vit dans un des endroits les plus hostiles de la planète, hein, c'est le léopard de mer, et notamment quand il fait des prédations sur les petits manchots. Donc c'était un petit peu, voilà, on avait tous ce rêve en fond de nous d'aller voir ces léopards, et ça a été assez compliqué de les voir et de les approcher dans l'eau. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir sur la toile, nous, les spécimens qu'on voyait, ils étaient plutôt en train de flémarder sur des icebergs qui dérivaient, et on les voyait pas forcément dans l'eau, ou le peu qu'on voyait dans l'eau, ils étaient plutôt farouches. Et quelques jours avant la fin, on a eu la chance de trouver deux spécimens qui sont un petit peu prêtés au jeu, qui sont restés avec nous, qui tournaient autour du bateau, donc on a pu s'immerger. Il pèse combien? C'est quand même impressionnant comme bestiole à avoir Oui, alors justement ces proche de animaux soi. qui peuvent faire 400, 500 kilos, hein, c'est vraiment des gros mammifères. Ils sont assez impressionnants, comme tous ces mammifères qui sur Terre sont pas très à l'aise sous l'eau, ils sont hyper agiles, hyper imposants, donc c'est vrai qu'il impose vraiment le respect. Après, il fait partie des pinnipèdes, hein, donc au final, il s'est comporté comme un phoque ou une otarie. Voilà, mais on avait certes cette appréhension, mais on a un individu qui a été absolument incroyable, hein, puisqu'on a passé du temps dans l'eau avec lui. Il a mis du temps au début de venir. Il y avait une espèce de petit cache-cache entre les icebergs qui s'est instauré. Puis ensuite, sa curiosité a pris le dessus. Et il venait carrément toucher le dôme des caméras. Et au bout de 2 heures, nous, on était totalement frigorifiés. Donc, on a décidé d'arrêter. Et le léopard nous a suivis jusqu'au voilier avec la petite annexe. Voilà, c'était un super souvenir. Mais c'est pas mon meilleur souvenir que je garderai d'Antarctique. Pour la petite histoire, on n'a pas réussi à documenter ces prédations, tout simplement parce que le cycle du vivant a changé en Antarctique dû au réchauffement climatique, notamment les manchots qui nichent à terre ont besoin que la banquise fonde pour pouvoir rejoindre la terre. Sauf que comme il y a beaucoup de fonte de neige pendant l'été, quand la banquise elle revient, en fait, la banquise s'étend beaucoup plus puisqu'il y a beaucoup plus d'eau douce en surface, donc ça crée une énorme banquise, hein, c'est un peu paradoxal. Si tu prends une image satellite, tu auras l'impression que la banquise grandisse, mais c'est juste une petite couche en fait en surface, et les manchots ont besoin que cette couche fonde pour pouvoir respirer, pour pouvoir aller rejoindre le continent antarctique et pouvoir nicher. Donc ça décale en fait, ça met plus de temps, donc ça décale le cycle de vie. Donc on n'a pas pu assister à ces prédations puisque les petits manchots n'étaient pas totalement prêts à partir à l'eau. On les voyait qui barbotaient un petit peu dans l'eau, mais il se passait pas grand-chose. Ça a dû se jouer à quelques jours, mais on n'a pas réussi à documenter ces prédations. Par contre, je garde un souvenir absolument mémorable, hein, qui a même fait la couverture du livre Antarctica. Quand avec Guillaume, alors Florian malheureusement était resté au bateau, et avec Guillaume, un après-midi, on a été plongé au pied d'un iceberg, et on a un banc de phoques crabiers, ils étaient 4 ou 5, je me souviens plus exactement, qui sont venus à notre rencontre sous l'iceberg. C'était un énorme iceberg avec des anfractuosités. Ils jouaient à l'intérieur, ils venaient nous voir, ils étaient craintifs mais curieux, donc ils venaient, repartaient. Ça a été un moment assez fabuleux à vivre au bout du monde et dans un paysage absolument magique de glace et ces animaux qui viennent à notre rencontre. Bonjour Greg, est-ce que tu t'es fait des amis dans les animaux marins? Bonjour Amandine. Alors tu sais, j'aime beaucoup les animaux marins, mais ce sont des animaux sauvages. Et donc dans la nature, oui, on peut se faire des alliés, mais je préfère qu'ils ne soient pas trop les amis des hommes.
Comme ça, ils peuvent rester tranquilles et sauvages. Est-ce que c'est dangereux les étoiles de mer? Alors, les étoiles de mer, non, ce n'est pas dangereux. C'est comme tous les animaux. Si tu les touches pas, tu as aucun danger. Bonjour Greg, est-ce que c'est difficile de faire des photos comme ça? Pour répondre à ta question, faire des photos comme ça, c'est pas si difficile que ça, mais par contre, ça demande à savoir bien plonger et ça demande également beaucoup de patience et de passer du temps dans l'eau, à observer les animaux et attendre le bon moment pour pouvoir faire ces images. Je sais plus si c'est l'explorateur Alain Lubert ou si c'est René qui me parlait de ce qu'il fallait signer le plus. Je crois que c'est Alain Lubert. C'est les couleurs de la glace, les mille et une couleurs, les mille et une nuances de la glace, d'après la profondeur, la journée. Ah oui, oui, alors pour les photographes sous-marins, mais aussi terrestres, c'est des univers qui sont totalement photogéniques, qui laissent place à beaucoup de créativité. Alors je dirais pas qu'on appuie sur REC et on a forcément l'image, mais on a de très très belles images parce que voilà, les paysages et les couleurs sont assez splendides. Ouais, vraiment. Ah, c'est vrai que je vais revenir pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, pour l'expliquer un peu plus clairement. J'en avais entendu parler aussi, ça pose des gros problèmes, ça crée de grosses mortalités chez les manchots empereurs aussi. Quand la glace fond, comme l'eau douce gèle plus facilement que l'eau de mer, ben voilà, ça s'étend vraiment. Donc quand ça fond, en fait, dès que ça arrive dans l'eau, tu as une grosse plaque de gel. Hein. Et donc je sais bien que les empereurs, comme ils doivent aller pour se nourrir, retourner à la mer, parfois ça prenait beaucoup trop de temps, ils laissaient les jeunes trop longtemps, il faisait plus assez froid, les jeunes étaient mouillés, et donc hypothermie, il y avait une grosse mortalité chez les manchots empereurs. Donc ça pose vraiment des gros problèmes dans le cycle de vie des populations antarctiques. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que comme il fait chaud, il neige pas, il pleut. La pluie va mouiller les bébés manchots qui ont un duvet mais qui n'est pas imperméable. Et quand le froid la nuit revient, en fait, ils gèlent. Ouais. Donc il y a une grosse cause de mortalité aussi avec ça. On a pu voir tout ça de nos yeux. Alors après, on n'est pas les experts glaciologues, ou on n'a pas le crédit pour pouvoir porter des conclusions ou dire vraiment ce qui se passe là-bas, mais de nos yeux, de notre expérience, et puis même à Ushuaia, on a beaucoup discuté avec les locaux qui disaient qu'il y avait vraiment plus trop de saison. La période où on était, les fenêtres météo étaient assez longues. Là, c'était plutôt l'inverse. Les fenêtres météo étaient d'une journée, une matinée, ce qui n'était pas assez pour passer. Et l'expérience du capitaine, on passait nos soirées à parler avec lui. Il nous a raconté énormément de choses sur la température de l'eau. Enfin voilà, c'était vraiment passionnant. Vraiment, oui, j'ai encore appris plein de choses. Parce que j'avais fait toute une série sur une station antarctique belge, pour un peu la vie là-bas, la vie du scientifique, de l'explorateur qui avait fondé cette station, parce qu'en Belgique, c'était un peu particulier. C'est vraiment partie d'une initiative privée, d'un crowdfunding, on va dire, comme à l'époque. Et puis aussi plusieurs regards croisés, mais j'ai encore appris beaucoup en préparant cet épisode avec toi. Mais donc, c'est vrai que pour la fonte de l'eau, c'est vrai que c'était assez surprenant, cette histoire que ça allongeait la banquise. Alors on se dit, non, s'il y a un réchauffement climatique, elle doit diminuer. C'est pas si simple. Donc, c'est vrai que c'est tout des phénomènes qui sont difficiles à appréhender. Ça nous dépasse franchement, tout ça. Mais justement, tu avais expliqué aussi quelque chose de fascinant sur le fait que ça donnait naissance à des vents. Tu peux expliquer ce phénomène-là? Tu sais, la température de l'eau, en fait, c'est ce qui va jouer aussi sur les pressions. Alors, je suis pas un météorologue, mais on peut le voir aussi chez nous, quand tu as des grosses chaleurs, quand il y a la pétole, tout ça. La mer, l'océan va accumuler de la chaleur. La mer n'est pas brassée, donc la température de surface va augmenter, ça va augmenter l'évaporation. C'est le cycle de l'eau, il y aura plus d'eau dans les nuages et ainsi de suite, tu vois. Donc ça modifie tout est interdépendant, tout est connecté, c'est vraiment le cycle de l'eau. Et du coup, ça va jouer sur les pressions, sur les vents, sur tout ça. Et en plus, quand tu es au sud du continent américain, tu as une espèce d'effet aussi venturi qui se passe. Donc tout est accéléré, tout est amplifié. C'est pour ça que c'est des endroits qui sont très très durs à naviguer, parce que les vents sont très forts. En moyenne, il y a du vent entre 40 et 50 km/h. Ça, c'est quand il y a, je peux dire qu'il y a pétole, mais c'est normal. C'est des endroits qui sont très assujettis à des vents du quotidien. Voilà, donc c'est l'équilibre de l'écosystème. Et l'Antarctique, c'est un endroit qui est très important pour diverses raisons, mais notamment, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça risque d'être compliqué, mais c'est la pompe de la Terre, des océans. C'est de là que partent tous les courants océaniques, avec le courant circumpolaire. Donc si ce courant circumpolaire est modifié, ça va modifier tous les courants océaniques de la planète.
Donc c'est pour ça que ces endroits sont un petit peu les premiers exposés au réchauffement climatique, mais qui derrière ont des répercussions en cascade à l'autre bout de la planète. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, on est un petit peu dépassé. Oui, mais on oublie aussi souvent que dans notre quotidien, tous les gestes qu'on fait nous, dans notre quotidien, ça a un impact sur l'environnement, mais ça a un impact pas forcément direct chez nous. C'est des impacts qui se répercutent aux quatre coins de la planète. Quand tu prends le phénomène El Niño, par exemple, El Niño, c'est tout simplement quand les eaux du Pacifique, tu n'as pas ce courant, cette upwelling qui fait remonter les eaux froides pour refroidir un petit peu la surface des océans. Donc, c'est des années qui sont très chaudes, la température de l'eau monte et ça crée des tempêtes, des orages, tout ça. Mais ces orages, ils viennent jusqu'à chez nous. Les premiers qui s'en plaignent, c'est souvent les agriculteurs, par exemple, parce qu'ils vont détruire leur culture. Voilà, pourtant, c'est un effet qui a lieu à l'autre bout de la planète, mais qui a des répercussions aux quatre coins du globe. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment agir pour l'environnement, forcément, les industriels, les politiques, les décideurs, enfin voilà, tout le monde a un rôle à jouer, mais surtout nous, les citoyens, les consommateurs, puisque c'est nous qui créons l'offre et la demande. Donc c'est vraiment à nous, peut-être aujourd'hui, de repenser nos modes de consommation. Ouais, tout à fait. C'est vrai que mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai dit plein de choses en fait. Oui, alors sans aller dans l'extrême, bien sûr, mais je pense que des petits gestes, des petites choses, on n'est pas obligé de consommer du poisson qui a voyagé la moitié de la planète, faire attention au plastique. Voilà, il y a plein de choses très simples, pas contraignantes qu'on pourrait faire dans notre quotidien. Mais une fois de plus, voilà, il faut être curieux, il faut s'intéresser, voilà. Savoir pourquoi on le fait. C'était Cousteau qui disait qu'on ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Donc, c'est très chouette des gens comme toi qui font connaître ce que le commun des mortels ne voit pas. Et ce partage par l'image est hyper important. C'est d'ailleurs ton approche que j'aime beaucoup. Et je suis très heureuse, très honorée de porter vos voix un peu plus loin. Le son, tu m'as dit qu'en Antarctique, enfin non, tu me l'as pas dit, mais j'ai entendu qu'une des choses qui t'avait le plus marqué en Antarctique, c'est le son. Bah ouais, parce que le son là-bas, il est pur. T'as pas de son parasite à part le craquement des glaciers ou le cri des manchots ou le souffle des baleines. Donc c'est vrai que le son, c'est impressionnant. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de son, parce qu'il y a beaucoup de vie, il se passe des choses, mais c'est un son qui est très pur. L'air aussi, il est très pur. Comme il fait froid, les bactéries ne se développent pas non plus. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance très spéciale. Pour moi, j'avais l'impression d'être allé carrément sur une autre planète. Et le son m'a beaucoup marqué. Et du coup, quand tu entends un glacier qui craque, ça résonne, c'est assez impressionnant. On va retrouver un petit peu la même chose quand tu pars en montagne. C'est vraiment ce qui m'a marqué, moi, c'était vraiment ce son, ce silence et ces sons purs de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est vrai que je demande vraiment pour trouver des endroits où tu n'as pas de pollution sonore, entre guillemets. C'est pas si évident que ça, que ce soit sur Terre et sous l'eau. Parce que sous l'eau aussi, on en parle très peu, mais un des gros fléaux pour la biodiversité dans l'eau, c'est la pollution sonore. Ouais, si j'en ai parlé dans un épisode avec des navigateurs il y a en fin de saison ici, donc en épisode de fin mai ou début juin, oui. On va surtout parler d'émerveillement. Donc, tu n'es pas le seul, Guillaume Néry n'est pas le seul apnéiste avec lequel tu as travaillé, puisque tu as travaillé avec Pierre Frola également. Mais donc, c'est vrai qu'on a beaucoup navigué, mais donc dans le bon sens du terme, donc c'est très 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 bien. Mais donc le regard de Guillaume Néry, est-ce qu'il y a des choses qu'il a perçues grâce à l'apnée donc on parlait de regard croisé que tu n'as pas perçu. Tu te souviens d'un échange sur le bateau où il y avait des perceptions intéressantes? Oui. Alors oui, Guillaume, alors lui, ce qui l'a frappé, c'est... enfin, ça nous a tous frappé. Déjà, c'est un petit peu le tourisme de masse, de ces gros bateaux qui débarquent des centaines de gens sur les colonies de manchots, tu vois. On trouvait que c'était un endroit tellement exceptionnel qu'il fallait peut-être mieux le préserver ou que les gens se questionnent sur leur manière de voyager. Alors, je dis pas qu'il faut pas voyager
et c'est absolument fantastique d'aller là-bas, mais voilà, peut-être se poser la question. Je pense que lui a pris la décision de ne pas y retourner, tu vois, pour minimiser son impact. Et après, concernant la plongée pure, l'apnée, lui, il a passé, en fait, il n'en garde pas un très bon souvenir, hein, d'après ce qu'il nous avait dit. C'est parce que l'apnée, c'est de la relaxation, et l'eau était tellement froide qu'il n'arrivait pas à se relaxer comme il sait si bien le faire. Et du coup, ses apnées étaient au final beaucoup moins longues que ce qu'il est habitué de faire. Alors, et ça reste quand même des apnées impressionnantes, tu vois. Nous, à côté, voilà. Mais voilà, je sais que lui, en termes de, il a beaucoup souffert du froid, comme nous tous. Mais le froid, en tant qu'apnéiste, l'a beaucoup perturbé pendant ses immersions. Ah ouais, surtout qu'en plus, les muscles à ce moment-là se contractent pour garder la chaleur, ce qui bouffe énormément d'oxygène. Donc oui, ça devait être assez frustrant pour lui, ouais. Les scènes qui te resteront de là-bas, de l'Antarctique. Ah, je pense que c'est. Alors, le passage de Drake, ça c'est sûr, ça marque à vie, hein, quand tu reviens d'une navigation à la voile dans le passage de Drake. C'est quelque chose de. Voilà, pour un homme, je pense que tu reviens, t'es pas le même homme. Et Pourquoi? c'est Développe. Pour nous c'est une qui n'y avons sacrée. pas Non, été. mais c'est une sacrée expérience, tu vois. Tu es dans ces mers agitées, t'as une lumière aussi qui est assez fantastique. Et puis tu passes entre les grains. Puis d'un coup, tu passes sous un grain, donc ton bateau se met à accélérer, presque à se coucher. Donc les skippers doivent réagir rapidement pour affaler les voiles. Enfin voilà, c'est. Quelles ont ces lumières de si spéciales? Parce que nombreux parlent de lumière là-bas, mais je n'ai pas encore su Ouais, c'est des images. capter Ouais, mais ça. c'est parce qu'on est voilà, c'est comme quand tu vas en Arctique aussi, il y a des lumières incroyables, hein, le fait que le soleil soit un peu bas, Hmm. ou ce soleil voilà qui est près du pôle, donc t'as des lumières rasantes aussi qui sont assez phénoménales avec la réflexion des glaces. Et voilà, ça met des effets magnifiques. Dans le Drake, moi je me souviens de ces albatros qui planent entre les vagues, qui viennent frôler la surface de l'eau. Quand tu es à ce moment-là, tu te dis, waouh, tu es en plein milieu de nulle part, tu as les éléments qui se déchaînent autour de toi, et puis tu as ces albatros qui passent à côté du bateau comme si de rien, à planer, à flirter avec la surface de l'eau. C'est voilà, c'est de la contemplation, même si c'est dur, même si toi, ton mal de mer qui pas très loin, mais voilà, tu arrives à quand même à contempler ces moments. Et voilà, le Drake, ça reste le Drake. Yes. Est-ce qu'il y a un comportement animal qui t'a surpris là-bas? Écoute, pas spécialement. J'étais très curieux de voir le comportement des léopards de mer, parce qu'ils ont plutôt une réputation d'être assez agressifs. Alors, nous, quand on les a rencontrés, ils n'étaient pas en mode de prédation. Donc, quand on les a rencontrés, ils étaient plutôt en train de se balader. Voilà, ils se reposaient. Donc, ils avaient peut-être envie de socialiser. Voilà, et je pense qu'ils ne voyaient pas beaucoup de nageurs, donc ils sont venus voir un petit peu ce qu'on était. Mais à aucun moment on s'est senti pas agressé, mais voilà, on s'est senti dans une situation délicate. Ils avaient plutôt, voilà, c'était un petit peu comme jouer, comme plonger avec des phoques, hein, ils peuvent être très joueurs, tout ça. Donc on a vu aussi des otaries à fourrure, on a vu des manchots. Oui, les manchots, c'était assez intéressant à observer quand leur nage, hein, sous l'eau. Autant sur l'eau, ils sont très très pâteaux et maladroits. Une fois dans l'eau, c'est des vraies torpilles. Non, j'ai pas eu vraiment de comportement spécial. Voilà, après, je te dis, hein, je te redis, c'est cette rencontre avec ces phoques crabiers qui est absolument fabuleuse, et à laquelle je garde un vrai souvenir. Alors, tu as donc un travail avec un attrape-néiste. Tu as travaillé avec Pierre Frolas sur un projet Océan face à face en 2020. Ouais. Là, le but, c'était vraiment de montrer la connexion ou de reconnecter l'homme avec la nature. Donc Pierre apnéiste à Monaco, qui était 4 fois champion du monde, je pense que c'est important de le rappeler, qui en plus fait un super boulot avec son école de plongée Pirates des Abysses, hein. Il est très axé sur l'éducation et le rapport à la mer avec les enfants. Pierre, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années sur un tournage à Cuba avec des rencontres avec des crocodiles américains. Et on s'est de suite hyper bien entendus. Et depuis, ben voilà, on collabore ensemble sur pas mal de projets. Et quand j'avais vu Pierre à Cuba et la manière dont il
se déplacer sous l'eau avec ce crocodile. Voilà, il avait une expression, je trouvais ça très doux en fait comme rencontre. Pourtant, on pourrait penser qu'avec un crocodile, c'est plutôt voilà engagé. Mais la rencontre était assez douce. Sa manière de se mouvoir, son expression à travers son masque, tout ça, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant, en tout cas pour la composition photographique. Les images, je pense, parlent d'elles-mêmes. Et du coup, j'avais eu très envie de faire un projet comme ça, où on plaçait un petit peu l'homme au milieu de la nature, de manière assez poétique, tu vois, pour essayer un petit peu de reconnecter l'homme, la nature, et avec des rencontres un petit peu passives. Et du coup, bah, on a fait pas mal de destinations ensemble. Et puis, il m'a dit, allez Greg, bingo, viens, on fait un projet de livre. Et c'est de là que c'est parti, Océan face à face. Donc on a revoyagé ensemble sur d'autres destinations qu'on n'avait pas forcément fait avant, pour aller mettre pierre un petit peu au milieu de cette biodiversité planétaire, je dirais, et essayer de faire ce livre assez artistique, je dirais, avec l'homme au milieu de la nature. Un beau souvenir. Oui, 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 très beau souvenir. Quelles sont les 2-3 images qui te reviennent comme ça? On était à Toubouaï, donc c'est en Polynésie française, dans les Australes. On était à la rencontre des baleines à bosse. Alors moi, j'ai la chance d'avoir fait pas mal de destinations, hein, comme les Tonga et autres. La Polynésie aussi, j'avais déjà fait, mais j'avais jamais été à Toubouaï. Et Toubouaï, en fait, c'est une toute petite île dans les Australes, et il doit y avoir 1 ou 2 opérateurs. En tout cas, moi, j'ai vu qu'un bateau. On était les seuls autour de ce petit atoll. Et on a eu des rencontres assez formidables avec les baleines à bosse, qui nous ont pas lâchés. Alors, tu sais, en général, tu essaies d'observer, de repérer. Une fois que tu as repéré des individus, bah, tu essaies de lire un petit peu leur comportement, de voir s'ils sont plutôt en train de naviguer, en train de se reposer, voilà, pour essayer de voir si elles sont aptes à interagir, entre guillemets, hein. J'aime pas trop ce mot avec la nature, mais voilà, est-ce qu'elles vont se prêter au jeu, est-ce qu'elles vont nous accepter? Et on a eu quelques rencontres assez sympas avec une mère et son petit. Puis un jour, on a 3 individus qui sont carrément venus, on était à l'arrêt, ils sont venus autour du bateau, et on aurait dit que c'était même presque eux qui nous invitaient à venir. On s'est mis à l'eau et on a passé un moment assez formidable dans l'eau avec elle. Elle venait vraiment très très près, c'était très curieuse. Voilà, donc on a pu faire des images très très sympas avec Pierre dans toute sa splendeur au milieu de ces mastodons. Ouais, parce que je connaissais enfin, j'ai interviewé François Sarano, René aussi, et il travaille sur les cachalots, là. Hein. Donc ça, je savais qu'ils pouvaient se laisser approcher. Mais les baleines à bosse, je ne savais pas qu'il pouvait vraiment y avoir cette invite et ces interactions. Oui, oui, elles sont très... alors pas toutes, hein, mais t'as quelques individus qui sont très curieuses et qui viennent même presque au contact. Hein, donc voilà, j'ai eu d'autres expériences comme ça dans d'autres endroits de la planète. Et c'est vrai que c'est des moments que tu n'oublieras jamais. Enfin voilà, quand tu vois l'œil d'une baleine qui te dévisage, qui passe à quelques mètres de toi, c'est des moments magiques. René me disait, mais tu sais, justement, quand je dois faire ma mise au point sur l'œil du cachalot ou quoi, l'émotion, je l'ai en différé. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas que je foire mon cadre, ma mise au point, etc. Et donc, je ne peux pas me laisser submerger par l'émerveillement. Est-ce que toi, tu arrives à avoir et le regard du pro et l'émerveillement en même temps? Ou est-ce qu'effectivement, moi, je remarque aussi que parfois en voyage, quand je fais des photos, je ne suis pas dedans, quoi. Donc, parfois, je me fais violence parce que j'adore prendre des photos aussi, et je le range pour vivre plus l'instant. Je ne sais pas, toi, tu arrives à faire les deux en même temps? Ouais, alors oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, au fil du temps, tu as peut-être un peu plus l'habitude hein, de ces rencontres, de ces moments assez exceptionnels. Mais je pense que c'est important de garder cette émotion, et même si elle vient parasiter tes images, elle permet aussi de décupler ta créativité, de décupler le challenge. Voilà, de saisir l'instant. Moi, ça me transcende, au contraire, ça me pousse peut-être à faire des plus belles images. En tout cas, je sais que si demain j'ai plus cette émotion, ce ressenti, cette chose qui t'anime, en fait, je suis pas sûr que je continuerai à faire ce métier, parce que au final, c'est la photo, tout ça, c'est un petit peu l'excuse hein, pour passer ces moments, ces émotions qui parfois sont même impossible à retranscrire. Hein. On nous demande souvent de retranscrire, c'est des émotions qu'on peut vivre sous l'eau. Des fois, il n'y a pas de mots.
on prend le moment. Alors, c'est vrai que quand tu fais de la photo, tu vis certainement pas le moment à fond comme il se doit. Moi, ça m'arrive de mettre mon appareil de côté et d'observer. Ou même des fois, quand je vois que la situation ne se prête pas forcément, je cherche pas à aller faire de suite une image, c'est plutôt d'observer l'animal, comment il se comporte, et moi, comment je pourrais agir pour mieux me placer, pour être au bon endroit au bon moment. Et ça aussi, c'est important de ne pas se précipiter. Hein, j'ai vu certains photographes, dès qu'ils se mettent à l'eau et qu'ils voient quelque chose, courir après, partir comme des bombes. Au final, ils ont pas d'image, hein, ils vont plutôt Ils ont des avoir queues de la poisson. queue du poisson. Hein. Et en plus d'expérience, les plus belles images que tu vas réaliser, c'est pas toi qui va les faire, c'est vraiment parce qu'un animal s'est prêté au jeu. Par chance ou je ne sais quoi, il est passé là, tout près. On sait qu'en photographie sous-marine, la difficulté, c'est la turbidité de l'eau. Hein, on n'utilise pas des zooms comme un photographe animalier terrestre. Donc si on veut faire des belles images, on est obligé d'être une certaine proximité avec l'animal. Donc si c'est pas l'animal qui vient à toi, c'est très compliqué de faire des belles images. Donc c'est important de travailler là-dessus, de travailler ses compétences de plongée déjà pour pas avoir des gestes parasites, pour avoir une bonne stabilité, pour pas endommager l'environnement. Mais voilà, si tu te fonds dans le décor, si tu es patient, alors ça marche pas à tous les coups, mais tu sais que quand ça va marcher, bah, tu vas avoir vraiment l'opportunité de faire une belle image. Alors après, il faut savoir saisir son opportunité, il faut savoir saisir l'instant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Et ça m'arrive des fois d'aller plonger et de revenir sans image, parce qu'il n'y avait pas la matière. Je t'avais entendu dire aussi que voilà, faire une photo, c'est raconter une histoire. Hein. Mais que d'un autre côté, l'histoire que tu as inventée, justement, ce qui fait que la nature continue à nous émerveiller, c'est qu'elle est imprévisible. Et donc, tu pars avec peut-être une idée d'une histoire, Ah, mais tout à fait. d'une photo que tu as rêvée, et puis celle qui va sortir n'est jamais celle-là. Alors, tout à fait. J'ai plein d'exemples comme ça, mais c'est vrai que quand tu travailles un projet ou même si tu pars juste en voyage sur une destination, tu vas avoir en tête des espèces, tu veux documenter, tu vas avoir en tête peut-être une image, une composition, un cadrage, une rencontre. Voilà, donc ça va animer un petit peu les préparatifs de ton voyage. Tu vas te documenter, tu vas questionner les gens sur place pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour t'aider à arriver à ton but, je dirais. Sauf qu'en fait, ça se passe jamais comme tu as prévu. Par contre, la nature, elle t'offre toujours des opportunités, il y a toujours des choses à voir, alors, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, même autour de soi, si tu sais regarder, si tu es curieux. La nature, elle est omniprésente, il y aura toujours des choses intéressantes à faire. Alors, je te donne un exemple, j'étais en Arctique récemment, j'avais en tête des images pour continuer mon projet polaire, et donc on était sur un bateau, on était dans la banquise, et j'ai pas forcément réussi à faire ce que je voulais. Et à 4h du matin, il y a un marin qui vient taper à ma porte et qui me demande d'aller sur le pont. Et là, je sors. Donc il fait jour tout le temps, hein, on est en plein été. Et là, je vois un ours avec son petit qui sont à quelques mètres du bateau. Donc on a sorti nos appareils photo, on a fait alors tout en terrestre, hein, bien sûr, mais on a fait des photos. Puis d'un coup, j'entends des sons, j'entends des cliquetis, et je vois débarquer un groupe de belugas qui venaient respirer entre les trous de la banquise. Et le spectacle était absolument incroyable. Même si on l'aurait rêvé ce moment-là, on l'aurait jamais fait. Voilà, donc c'était juste pour te dire que même les ours, hein, ils savaient même plus ce qu'ils devaient faire, s'ils devaient chasser ou s'ils devaient tracer leur route. Voilà, les ours sont restés, les belugas sont revenus à plusieurs reprises respirer à la surface devant le bateau. C'était un moment voilà, carrément hors du temps, absolument hallucinant. Mais juste pour illustrer ces propos, voilà, t'as beau faire tes plans sur la comète, ça se passe très rarement comme tu le souhaites avec la nature. Par contre, il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours des choses à voir. Voilà. Et c'est ce qui a fait aussi, tu sais, quand j'ai fait ce voyage pendant 1 an, j'ai beaucoup appris, j'ai développé un style photographique, j'ai beaucoup pratiqué en tant qu'autodidacte. Mais j'ai aussi vécu des histoires humaines formidables avec des gens passionnés qui m'ont un peu pris sous leur aile, qui ont été me montrer d'autres choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, tu vois. Et du coup, ça m'a permis d'aller faire des images un petit peu nouvelles, d'espèces qu'on n'attendait pas forcément à ces endroits ou qui n'étaient pas réputées.
Tu as un souvenir comme ça d'un de ces mentors qui t'a apporté Alors, je dirais pas que c'est des mentors, hein, c'est souvent des guides, voilà. Donc, oui, j'ai plein de souvenirs, notamment à San Diego, par exemple. À San Diego, j'avais été plongé dans ces forêts de kelp, et puis j'ai sympathisé avec un guide sur place, avec qui on entretient des super liens. Et puis lui, il m'a dit, attends, est-ce que ça te dit d'aller faire des requins peau bleus et des macos au large de San Diego? Donc je m'étais dit, tiens, il y a des peaux bleues et des macos au large de San Diego. Donc voilà, on a pris un bateau, on a été. Et mieux que ça, on a eu des rencontres incroyables avec des poissons-lunes et des requins. Il y avait tout en même temps. Il y avait les macos, les peaux bleues, les poissons-lunes. Enfin, voilà, c'était assez génial. Mais du coup, c'était une destination qui était peu connue. J'ai eu la même chose quand il y a eu les orques, si tu veux. Quand il y a eu les orques, j'avais un fixeur en Norvège, et il m'avait appelé pour me dire que les harengs étaient revenus. C'était dans les années 2014, hein, que les harengs étaient revenus dans les fjords, hein. Ils avaient déserté les un fjords. fixeur. Ouais, un fixeur, oui, ben c'est un contact local D'accord. qui te gère un petit peu la logistique. En général, c'est un spécialiste du coin, tu vois. Moi, j'encourage les gens, quand ils partent plonger sur les bateaux de plongée, de toujours partir plonger avec un guide, hein. Je sais qu'on aime beaucoup l'autonomie, mais c'est intéressant d'aller plonger avec un guide. Enfin, moi, j'aime beaucoup utiliser les guides locaux puisqu'ils connaissent bien les lieux. Et du coup, ils peuvent te partager leur savoir, voilà, en général, ils connaissent les bons coins ou voir des choses. Voilà. Et donc, du coup, on avait été en Norvège faire ces images d'orques que j'avais publiées, mais qui, au final, je sais pas, c'était une bonne chose, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, les sorties en Norvège avec les orques, où tu as bien plus de bateaux que d'individus, c'est pas réglementé. Hmm. Voilà. Ouais, sinon, c'est vrai que c'est des superbes animaux. Ça me fait penser à Didier Noireau aussi, qui avait été filmé là au milieu de la pagaille, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu le connais bien aussi, je suppose. Hein. Oui, on s'est croisés plusieurs fois, Didier. Ouais, sur la banquise, lui, il a un souvenir dont je suis très jalouse aussi. Il y en a à toi aussi, je suis déjà jalouse aussi, hein, mais dans un très bon sens du terme. Je veux dire, waouh, tu m'as émerveillé les oreilles, là, c'est génial. Ça, Didier me dit une fois, je me souviens, j'étais couchée, voilà, il devait bivouaquer là, et il dit d'une oreille, j'entendais les baleines qui chantaient en dessous, et de l'autre côté, au-dessus, j'entendais les manchots qui communiquaient, quoi. Je me dis, waouh, quel stéréo! Ah oui. Extraordinaire. Et ça, c'est pour des vécus, c'est des petites choses comme ça. C'est pas nécessairement dans ce cas-là, c'est tous ces vécus-là que j'admire et dont je raffole. Et je voulais aussi dire, je vois la très belle photo derrière toi. Et je pense juste à toutes ces photos. Et parfois, on voit le prix, on se dit, oups, oula. Je dis, oui, mais enfin bon, si on voit le prix d'une expédition en Antarctique, si on voit les heures de travail qu'il y a là derrière, si on voit, voilà, parfois une de ces photos, c'est une année, enfin, si on compte, on dit c'est presque une année de travail, quoi, pas, c'est dingue. Et puis Oui, c'est toute une carrière d'expérience. Oui, voire plusieurs, hein. C'est Oui, vrai, c'est ça. merci beaucoup de le souligner, parce que Ah, vraiment, je crois que c'est très, très important. le public ne se rend pas forcément compte, même les clients, des fois, hein, ils ne se rendent pas forcément compte, ils pensent on a juste appuyé sur un bouton et qu'on a fait l'image. Mais c'est vrai que des projets comme l'Antarctique, ça se prépare 1 an, 2 ans à l'avance. Ça demande beaucoup de capacité, puisqu'à la base, nous, ce qu'on aime, c'est être dans la nature. Mais pour pouvoir aller là-bas, ça demande beaucoup de temps pour trouver des partenaires, pouvoir financer les projets. Ça demande beaucoup d'organisation en termes de logistique. On passe aussi beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Mais voilà, c'est pour ça que quand on arrive à réaliser ces images, hein, parce que c'est pas garanti, hein, c'est pas garanti de réussir. Donc voilà. D'ailleurs, ils ont dû vous paraître tellement longs, ces 15 jours d'attente. On se dit, mais purée, 2 ans de travail, autant d'argent investi. On n'est déjà pas sûr d'avoir des rencontres. On voudrait avoir un maximum de temps sur le terrain. Ouais, ouais, non, bien sûr, mais au final, on sait que ça fait partie du jeu. Et au final, ça décuple la satisfaction après, quand tu as réussi à aller à obtenir ton but. En fait, plus tu galères, excuse-moi l'expression, mais plus t'en chies, et plus le plaisir est bon derrière quand tu as réussi ton truc. Après, tu sais, on me pose souvent la question, c'est quoi ma plus belle image? Et l'image, c'est pas juste la partie qu'on voit. L'image, c'est toute l'aventure qu'il y a derrière, comment on a réalisé l'image, où on était, les gens qu'on a rencontrés. Moi, le Sardine Run, j'en garde cette image avec le National Geographic, j'en garde un merveilleux souvenir.
Forcément, le titre est incroyable, hein, c'est vraiment le Graal de la photographie animalière. Mais derrière, il y a une histoire passionnante avec, notamment avec Rob, le skipper sud-africain, qui est un personnage, quoi, qui est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est passionné, qui connaît son job sur le bout des doigts, qui a une manière de lire la mer, de lire le comportement des oiseaux. C'est une bible, c'est une encyclopédie. Enfin voilà, j'ai passé des moments. En plus, voilà, ambiance sud-africaine. Le soir, tu fais des brailles, le feu, tu discutes. On a passé L'éternel barbecue, évidemment. Ouais, on a passé des moments fantastiques à refaire le monde et parler de la biodiversité auprès de ce feu. Et une fois en mer, le mec, il est passionnant, quoi. C'est lui qui t'amène jusqu'au bout du truc, il lâche rien. Il va affronter voilà, les éléments pour t'amener là où il faut pour faire tes images. Donc, voilà, c'est toute une histoire derrière. C'est pas juste la photo ou juste le prix qu'on a obtenu, c'est toute l'image. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'authenticité aujourd'hui, hein. On revient à ce qu'on disait au début, c'est important de garder cette authenticité parce que rechercher ces sujets, se documenter, monter tous ces projets, tout ça apporte vraiment une énorme plus-value, notamment personnelle, mais ça se retranscrit ensuite, je pense, dans les images et les projets. Wow. Ouais, non, je suis tellement, tellement d'accord. Mais pour toi, justement, c'est quoi le beau? Si tu devais définir le beau, je me suis dit, tiens, c'est une question que j'ai envie de te poser. C'est quoi le beau pour toi? Le beau, c'est une question de goût et de couleur, hein. On a tous. Oui, c'est pour ça que je voudrais dire pour toi. Ce que j'aime dans le beau, c'est la simplicité, c'est la nature telle qu'elle est. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier, c'est que je suis fasciné devant, par exemple, les formes, les couleurs, les textures des animaux. Je peux te donner un exemple, hein. Tu vas prendre le requin, par exemple. Tu prends un requin gris, rien que d'observer sa peau, sa texture, l'œil du requin, ça on dirait un œil de chat presque. Voilà, le corail par exemple. Le corail, c'est fabuleux, c'est magnifique le corail. C'est coloré. Puis quand tu vas creuser, tu te rends compte que c'est un squelette qui est calcaire, que ça a besoin de certaines conditions donc pour pousser. Puis là-dessus, il va se greffer une algue. Tu vois, sur cette algue, elle va filtrer le plancton entre guillemets. Enfin voilà, tu vois, il y a la photosynthèse. Enfin, ce que j'aime, il y a cette partie beau de la nature, cette manière dont la nature fonctionne. Tu te demandes mais comment ça a été pensé, comment ça a pu être instauré. Je dirais, c'est passionnant. Et après, tu as le beau vraiment esthétique des animaux. Voilà, tu vas prendre les baleines dans toute leur majesté, hein, ces animaux qui font 20 mètres, qui pèsent plus de 40 tonnes, et qui ont une manière de se mouvoir. Elles sont belles, elles sont élégantes sous l'eau. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, c'est très Si, mais je suis en train d'écouter, je me dis donc toi dans le beau, j'aime ce que tu dis parce qu'il y a le beau visuel, et il y avait le beau émerveillement, il y a le beau dans l'ensemble et dans le détail, hein, la peau du requin qui peut avoir un aspect un peu velouté, un peu, et il y a le beau qui vient avec la connaissance. Donc quelque part aussi mieux connaître permet d'encore plus apprécier la beauté parce qu'il y a un émerveillement supplémentaire qui peut venir. Ouais, et donc il y a le beau, mais aussi l'intelligence, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'inspirer de la nature si on veut avancer dans nos vies. Il faut vraiment, enfin voilà, la nature, elle est tellement bien faite, à la base, elle doit être équilibrée. C'est un écosystème. On l'a bouleversé, mais la nature, voilà, c'est un puits de connaissances. Enfin, je trouve même pas les mots, mais on devrait s'inspirer vraiment de la nature parce qu'il y a vraiment tout dans la nature et des choses que des fois je me demande comment c'est possible que la nature elle a inventé certaines espèces ou certaines symbiose ou fonctionnement. Ouais, je parlais aussi avec un plongeur, Anthony Berberian, qui a photographié pas mal d'animaux des abysses, mais aussi on a le cours des choses. C'est quoi? Ça existe vraiment, ça? Mais on est sur Mars. Enfin non, sur Mars, il n'y a pas justement toutes ces merveilles. Non. Ah oui, la migration verticale, le plancton, ouais. C'est quelque chose aussi. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'était très très beau aussi, ces histoires-là. Et c'est vrai que j'avais parlé récemment avec Corentin de Châtelperon, qui me disait pour la nature, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un explorateur. Oui, c'est ça, mais pour l'instant, il s'est mis au low-tech lab justement pour essayer de réduire notre impact, essayer de voir tout ce qui est low-tech et qui fonctionne très bien. Et il dit, c'est vrai que la nature, c'est simplement on s'émerveille d'un chien mécanique qui a des mouvements de plus en plus naturels, oui, mais
Le chien naturel est tellement supérieur, pourquoi est-ce qu'on s'émerveille de tout ça? Ou il dit simplement, trouve-moi une machine qui sait te créer un œuf, un simple œuf. Enfin, la nature est quand même incroyable, donc c'est vrai que avant de vouloir faire des choses qui chaotiquement font plus ou moins la même chose, pourquoi est-ce qu'on ne s'émerveillerait pas de ce qu'il y a déjà autour du monde et qu'on connaît si mal? Vous avez un domaine Oui, tout à vraiment fait. d'explorateur, je trouve, parce que là, dès qu'on dépasse la surface, quand on plonge sous la surface, il y a encore tellement d'inconnus. Déjà sur Terre, hein, on est encore très aveugle à beaucoup de choses. On découvre encore que certaines choses qu'on croyait bien acquises depuis longtemps, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais alors, sous la surface, c'est vraiment pour moi un terrain d'exploration extraordinaire. Tout à fait. Tu as fait donc une expédition Pélagos en 2023 avec l'association We Are Méditerranée. Donc pour préserver surtout la Méditerranée en associant recherche scientifique et démarche artistique. Alors ça, je trouve que c'est un très beau projet. Je me disais, je devrais presque te faire un épisode où on parlerait des rencontres et de tout ce que tu as vu, et puis après seulement dire que c'était en Méditerranée, parce que quelque part, quand c'est un peu tout près de chez nous, on se dit, bon, bof, non, il y a rien, il y a... Écoute, c'est l'essence du projet en fait. Je suis originaire de Nice, donc je t'ai raconté ma rencontre avec ces globicéphales qui m'ont donné envie de me mettre à la photographie et d'explorer encore plus le large de la Méditerranée. Donc j'ai exploré ce large au quotidien, hein, entre deux projets. Quand je rentrais chez moi, dès que j'avais un peu de temps libre, je partais explorer le large. Je continuais à plonger le long des côtes, mais c'est vrai que le large m'a beaucoup inspiré. J'avais vraiment envie d'aller voir ce qui s'y passait. Donc pendant des années, j'ai plus ou moins documenté le large de la Méditerranée. Et au retour d'Antarctique, on a eu pas mal de campagnes avec des journalistes, des interviews, et cette question revenait régulièrement de la part des journalistes. Hein, quand on disait qu'on est originaire de Nice, on va nous poser la question sur la Méditerranée, et ils me posaient cette question, ils me demandaient de confirmer que la Méditerranée c'était la mer la plus polluée dans le monde. Alors premièrement, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question, même si on a exploré d'autres mers et océans de la planète. Voilà, c'est trop complexe comme question pour répondre. Mais ce qui me hérissait le poil et ce que je leur disais, ce que vous oubliez de dire dans votre discours, c'est que la Méditerranée, c'est 0,8% de la surface des océans. Donc si on regarde de l'espace, c'est une goutte d'eau sur l'océan. Mais elle abrite, la Méditerranée, 17-18% de la biodiversité marine connue, ce qui en fait un des plus hauts lieux de la biodiversité. Et à ce moment-là, en plus, j'ai ma petite fille qui naissait. Et donc j'avais envie, j'avais l'impression que les planètes s'alignaient, et j'avais envie de vraiment marquer un gros coup avec un gros projet en Méditerranée. Et donc j'ai créé l'association We Are Méditerranée, qui allie l'art, la science et l'éducation pour justement prendre un petit peu le contre-pied sur tout ce qu'il disait, comme quoi la Méditerranée c'était une mer morte, qu'il n'y avait rien à voir, que c'était une mer polluée. Alors forcément, on est 500 millions à vivre autour du bassin méditerranéen, donc, et c'est une mer fermée, donc il y a d'énormes pressions anthropiques, hein, des pressions dues aux activités humaines. C'est la première destination touristique au monde, c'est 30% du trafic maritime. Donc oui, en Méditerranée, il y a d'énormes menaces, il y a d'énormes pressions. Par contre, C'est 30% du trafic maritime mondial ouais, sur cette c'est goutte d'eau? énorme. Waouh. Ouais, c'est énorme. Et par contre, quand tu te balades sur la promenade des Anglais ou sur la Côte d'Azur et que tu vas dire aux gens que juste devant, là, dans la baie des Anges, il y a des baleines et des dauphins, les gens ils te regardent un petit peu avec des gros yeux. Et puis si en plus tu leur dis qu'il y a un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Pélagos et qui existe depuis 25 ans, là ils tombent de leur chaise, tu vois. Donc j'ai décidé je trouvais qu'il y avait un énorme manque de connaissances auprès de la conscience collective. Comme tu disais si bien tout à l'heure, on protège ce que l'on aime, sauf que pour aimer, il faut connaître. Et il y a un énorme manque de connaissances. Voilà, et je vois passer des parutions en plus du quotidien Nice Matin. J'en ai parlé avec eux, hein, et on en a rigolé, mais quand un touriste loue un bateau et va dans la baie des Anges, j'ai fait une photo d'un cachalot ou d'un dauphin, ça fait le buzz sur les réseaux de Nice Matin, tu vois. Est-ce que quand on va dans le parc du Mercantour et qu'on leur envoie des photos de chamois, est-ce que ça fait le buzz, tu vois? C'est un petit peu la même chose, quoi. Euh, voilà, donc j'ai décidé de monter ce projet en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels. On a l'Agence de l'eau, on a la Fondation du Prince Albert II avec l'initiative Pélagos, on a l'OFB, il y a la région, il y a la ville de Nice, il y a la métropole de Nice, il y a la Fondation de la mer,
Il y a Aquabins, il y a le sanctuaire Pélagos. Enfin voilà, j'ai contacté un petit peu toutes les institutions qui travaillaient sur ce sujet. Et donc, on a monté ce projet qui s'appelle Expédition Pélagos. Et le but, c'était de faire des expéditions pour un petit peu revisiter ce sanctuaire, faire un gros focus sur ces mammifères marins. Le sanctuaire Pélagos, c'est un sanctuaire qui est destiné à la conservation des mammifères marins et de leur habitat, et donc des espèces associées. Juste pour donner un petit exemple, moi j'habite à Nice, ça s'appelle la baie des Anges. Si tu poses la question aux Niçois pourquoi on appelle ça la baie des Anges, 9 sur 10 ils ne sauront pas te répondre. En fait, le nom baie des Anges vient du fait qu'il y a très longtemps, la zone était abritait le requin ange, qui est une espèce de requin mais totalement inoffensif, qui vit dans les fonds sableux. Ça s'apparente plutôt au mode de fonctionnement d'une raie, je dirais. Et à l'époque, il y en avait énormément, sauf qu'ils ont été victimes de la surpêche. Ça avait donné le nom de la baie des Anges, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Une autre espèce qui là touche plus le projet Pélagos, c'est le phoque moine. Le phoque moine, à l'époque, vivait sur la Côte d'Azur, en Corse, en Italie, en Espagne. Enfin voilà, on le trouvait sur tout le bassin méditerranéen. Le phoque moine a été exterminé, je dirais, par les pêcheurs après la Seconde Guerre mondiale, notamment en plus il y avait beaucoup d'armes en circulation à cette période, et en fait il était considéré comme un nuisible puisqu'il allait voler les poissons dans les filets des pêcheurs. Donc les pêcheurs les ont carrément flingués, excuse-moi le terme, mais et heureusement, en Grèce, il y a quelques colonies qui ont réussi à survivre, enfin plusieurs colonies qui ont survécu sur une île qui à l'époque était un bagne et qui ensuite est devenue une base militaire, donc c'était interdit d'accès, et donc ces colonies qui vivaient sur cette île ont pu se redévelopper et en train de recoloniser la Méditerranée. Là, il y a des projets de conservation sur le phoque moine qui marchent bien, et du coup le phoque moine est un petit peu en train de revenir. Donc pour pallier à tout ça, si tu veux, l'idée c'était d'utiliser l'image comme vecteur de communication et d'émotion. Donc on a monté ce projet pour faire un petit peu un inventaire photographique de la biodiversité dans ce sanctuaire, donc les mammifères marins, toute la faune pélagique, je dirais. On a également fait beaucoup de blackwater, comme font Anthony Derderian et son collègue, j'ai oublié son nom. Zut, moi aussi. Oh, Michenet, non? Oui, Pas bien Michenet. Et c'était vraiment de documenter le cycle de la vie, revisiter un petit peu toute la biodiversité pour montrer, au travers de mon regard et ma créativité artistique et avec la photo, que la Méditerranée, c'était une mer qui était bien vivante, c'était une mer qui n'était pas morte. Le fait d'avoir voyagé dans le monde entier, moi j'ai autant de plaisir à revenir plonger en Méditerranée. Je peux témoigner que cette mer, elle a rien à envier à une autre mer ou au sein de la planète. On a des dauphins, des baleines, des tortues, des requins, des raies, des nudibranches. On a vraiment tout le bestiaire qu'on va trouver à l'autre bout du monde, sauf que c'est un peu plus caché, je dirais. Il faut plonger un petit peu plus profond, il faut aller un petit peu plus loin au large pour voir ces animaux, mais ils sont bien là, ils sont bien présents. Donc du coup, l'idée, c'était d'aller créer cet inventaire photographique. On a donc sillonné le sanctuaire Pélagos à bord d'un catamaran. On a mis à disposition à la communauté scientifique pour pouvoir réaliser des opérations scientifiques, des missions scientifiques. Et du coup, on a fait plusieurs programmes, dont un qui est hyper intéressant puisque ça utilise une nouvelle technologie dans le monde scientifique qui est l'ADN environnemental. Et donc, on a fait des prélèvements d'ADN environnemental pour la partie pélagique, pour la partie du large, pour la mission BiodivMed, qui est en fait une cartographie de la biodiversité grâce à l'ADN environnemental. Alors, oui, on sait voir quelle espèce c'est où grâce à l'ADN. Donc l'ADN environnemental, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est tout nouveau, ça a besoin d'être amélioré, il y a encore du travail à faire. Mais je vous donne juste un exemple, c'est qu'à l'époque, pour prélever l'ADN d'un animal, par exemple, il fallait prélever un tissu, le tissu de l'animal. Aujourd'hui, en mer, on peut filtrer l'eau. Donc il y a des pompes qui peuvent filtrer et qui peuvent donc retenir l'ADN des animaux au travers des écailles, au travers de l'urine, au travers des mucus, enfin voilà. Et donc du coup, les scientifiques arrivent à voir les espèces qui étaient présentes dans une zone qu'on a filtrée. Et ça permet de faire des inventaires. Alors c'est hyper avantageux parce que tu n'as pas besoin d'aller dans l'eau pour compter les poissons. Il y a des espèces que tu ne vois pas. Oui, tu n'as pas besoin de les voir, c'est ça. Tu n'as pas besoin de les voir. Et d'un autre côté, moi,
J'adore ces technologies parce que c'est un complément de mon travail, parce que je peux savoir un petit peu les espèces qui étaient là avant, après, que j'ai pas vues. Quand on va explorer le large, c'est un petit peu comme un désert. Et c'est vrai que des fois, on passe des heures à la jumelle à se brûler les yeux sans rien voir, et d'un coup, on va tomber dans des zones où il y a de la vie, on va voir des choses. Mais on n'imagine pas tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on a raté. Et grâce à cette technologie, on peut connaître la biodiversité qui était quelques jours avant présente dans le coin. Donc c'est intéressant pour faire ce qu'on appelle dans le monde scientifique des inventaires de la biodiversité. Ces inventaires aussi, ça a plusieurs rôles. Déjà, de savoir si des espèces rares sont toujours présentes ou si des espèces rares sont en train de revenir. On parle beaucoup donc, du réchauffement climatique. Est-ce que des espèces invasives viennent chez nous? Parce qu'on ne les voit pas forcément, mais elles sont peut-être là. Donc ça permet de balayer un petit peu toute la biodiversité et d'anticiper sur plusieurs choses. Et en tant que photographe naturaliste, moi je serais curieux de voir si dans nos prochains prélèvements, est-ce qu'on va prélever par exemple l'ADN du requin blanc? Est-ce qu'il est vraiment présent chez nous? Est-ce qu'on va prélever de l'ADN du phoque moine par exemple? Est-ce qu'il est en train de revenir chez nous? Voilà, donc ça c'est super intéressant. Donc on essaie de conjuguer l'art et la science, qui en plus est un moyen vraiment, la photo, de vulgariser le travail des scientifiques, donc de raconter des histoires. Et notre objectif, c'est de faire de l'éducation, donc d'aller prêcher la Méditerranée et la remettre à sa juste valeur, parce que c'est une mer qui mérite toute son attention, c'est une mer qui est très vivante. Voilà. Tu connais peut-être quelqu'un qui est vraiment dans cette démarche et qui est un enragé. Je lui parlais encore l'autre jour, c'est que je rencontrais au salon de la plongée Frédéric Lamotte, qui fait la même chose pour le bassin d'Arcachon, mais lui tout seul dans son coin avec... c'est un passionné de fou. Et oui, il tient absolument à montrer par la beauté que oui, ça existe toujours, ça. Mais alors je me rends compte, tu vois, moi j'ai autant de plaisir à aller plonger en Méditerranée qu'à l'autre bout du monde. Juste pour te donner un exemple, la semaine dernière, au large, on a croisé un banc de Rémobula. Elles étaient une trentaine. C'était juste fantastique de voir ça en Méditerranée. Donc voilà, on voit régulièrement des rorquals communs. Le rorqual commun, c'est la deuxième plus grand mammifère au monde, pardon, après la baleine bleue. Et des fois, ils sont même accompagnés de dauphins, tu vois. Donc on voit aussi toutes ces choses en Méditerranée. Je peux venir. Alors, juste pour info, il y a une réglementation maintenant qui a été mise en place justement pour préserver ces animaux. Nous, on essaie de la promouvoir, mais elle n'est pas bien connue, je pense. Dans les aires marines protégées de Méditerranée et autres, mais dans les aires marines protégées, dans le sanctuaire Pélagos, ça s'est un petit peu étendu au sanctuaire. Mais en fait, il est interdit d'approcher intentionnellement les mammifères marins. Voilà. Donc, Mais si on veut faire ça bien encadré, je sais que Longitude 181 organise des voyages d'études. Voilà, des choses comme ça. Je suppose qu'ils ne sont pas les seuls, mais voilà, ça je connais. Et nous, pour le projet, on a eu une autorisation de dérogation pour pouvoir approcher ces animaux à moins de 100 mètres, pour faire des prises d'images. Donc voilà, ça existe, il y a moyen d'aller les voir intelligemment, sans déranger. Les mises à l'eau sont interdites. Mais si vous voulez voir les mammifères en Méditerranée, je vous recommande d'aller auprès d'un opérateur de whale watching. Et il y a un label qui s'appelle le High Quality Whale Watching qui existe. Donc si vous voulez aller voir des mammifères en Méditerranée, les mises à l'eau sont proscrites, mais vous pouvez quand même les voir. Et je recommande d'utiliser un opérateur qui a le label High Quality Whale Watching. L'échec qui t'a le plus appris, je t'avais dit oui, on va en reparler en fin d'épisode, promis, parce que c'est une de mes questions fétiches. Ah, l'échec. Alors, je sais pas si on peut appeler l'échec un échec, puisqu'on apprend toujours de nos échecs. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit, vraiment. Je crois qu'on était en train de parler tout à l'heure des photos ratées, quand je t'ai dit, attends, oui, ça, je vais y revenir. Alors, ça m'est déjà arrivé de mettre à l'eau sans ma carte SD, par exemple. Ah, oui. Tu vois, donc ça arrive, et je pense que ça arrive à tout le monde, et moi, j'ai pas peur de le dire. Bien sûr. Le problème a vite été résolu. Mais voilà, moi, j'ai envie de revenir sur cette histoire en Antarctique. Pour moi, c'était vraiment une belle leçon, en fait. D'avoir une quête photographique, d'aller documenter une espèce et de revenir avec une image qu'on n'avait même pas imaginée ou espérée ou je ne sais quoi.
Donc oui, il y avait un vrai échec de ne pas aller documenter la prédation des léopards sur les manchots, mais d'un autre côté, la nature nous a offert d'autres situations et au final, l'image, je trouve, est encore plus belle, la réussite est encore plus belle avec cette photo de phoque crabier dans ce décor immaculé, d'iceberg. Bon, elle a été saluée d'ailleurs, elle a été reconnue. Oui, Donc, oui, quelque oui, tout part, à fait. est-ce que tu aurais Mais eu moi, un prix si c'était. elle Ouais. m'apporte encore plus derrière, sachant Ouais. l'histoire de cette photo, qui était vraiment inattendue, je dirais. Ouais, ouais, qui est très, 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 très belle. On peut retrouver sur ton site, donc on va en parler après, justement, de là où on peut te retrouver. Et le succès dont tu es le plus fier. Donc j'aime cette question aussi, parce que c'est pas une question de fausse modestie, ça disait, qu'est-ce que c'est le succès pour toi dans une vie d'homme? Alors, je dirais que dans ma vie professionnelle, c'est certainement cette photo réalisée, le prix avec Nature National Geographic, de photographe nature de l'année. Parce que outre le standing du prix, je dirais, il y avait derrière vraiment une très très belle histoire. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion de toucher du doigt le fait que j'avais réussi mon pari de changer de vie. Quand j'ai fait ce changement de vie, j'aurais jamais imaginé être titré photographe de nature de l'année par National Geographic. Quand je changeais de vie, je savais même pas qu'on faisait des concours photos. Enfin, tu vois, j'aurais jamais cru en arriver si loin. Donc voilà, je suis très heureux pour ça. Et sur le plan plutôt personnel, je dirais que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est vraiment ma famille, euh, voilà. Ma femme, ma fille et Paul. Super, donc ça remet les choses à la place quand on garde justement. Là en tête, c'est quoi le succès pour moi? À quoi il ressemble? Ben oui, avoir un peu de temps avec sa famille. Donc c'est bien aussi pour ça un projet Méditerranée, tu n'étais pas obligé d'être à l'autre bout du monde. Ouais, tout à fait. Alors, si tu avais en face de toi celui que tu étais à 20 ans, tu lui dirais quoi? De refaire, de ne pas refaire? Un conseil que tu lui aimerais lui donner? Suis tes rêves. Parce que moi, je suis venu sur le tard, en fait. J'ai changé de vie à 32 ans. Alors, je l'aurais peut-être pas réussi, puisque ça m'a laissé le temps de mûrir dans ma tête et de grandir et d'acquérir de l'expérience. Mais même pas forcément sur ce point de vue-là, je pense que quand j'avais beaucoup d'idées, je cogitais beaucoup à cette époque, j'avais beaucoup d'idées, et je regrette de ne pas les avoir forcément appliquées tout de suite. Voilà, des fois on dit il faut s'écouter, ben voilà, si je me vois à 20 ans, je lui dirais écoute-toi et fonce. Yes. C'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie, justement? Une vie qui te ressemble? Les ingrédients pour réussir sa vie. D'après toi, une petite expérience que tu peux partager. Ça fera peut-être gagner du temps à d'autres. Ouais, ben écoute, faut s'écouter, voilà. Ouais. Non, il faut s'écouter, il faut être soi. Faut pas essayer forcément de plaire à l'autre. Il faut faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie. Voilà, les gens vous aimeront pour ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Les gens vous suivront ou pas, mais voilà, faut vivre sa vie, faut faire des choix, pas forcément en fonction des autres, je dirais. Donc c'est important de s'écouter, de savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut pas aussi, c'est très important. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'il y ait une recette magique. Voilà, sinon je pense qu'on la connaîtrait tous, mais voilà, je pense que c'est important de s'écouter, d'essayer de faire ce qu'on aime. Voilà, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur les valeurs. J'essaie d'instaurer ça à mes enfants, les valeurs de la vie, l'authenticité, le respect de l'autre. Voilà, je trouve que c'est très très important et d'être clean, d'être bien dans sa peau, c'est très important. Enfin, voilà, il y a un certain bien-être qui s'en dégage et ça se répercute autour de soi. C'est vrai que rester toujours fidèle à ses valeurs, c'est pas toujours facile. Mais il y a je ne sais plus qui l'a dit, mais une petite citation qui donne très bien en anglais, c'est choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Voilà, pour dire si on reste, voilà, coûte que coûte, on fait les choix difficiles pour garder le cap. Quelque part, oui, tout va paraître plus facile. Donc, comme on dit, choisis ses problèmes. C'est mieux que de se dire, bon, essayer d'être consensuel et quelque part avoir du mal à s'endormir. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a toi une citation qui t'inspire, hein? J'en ai plusieurs. J'en ai une qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, elle est sur mon site. Ça veut dire en français, chaque chose que tu vois, chaque chose que tu touches, chaque chose que tu sens et chaque chose que tu dégustes
vient de la nature. Ça, c'est la première que j'aime beaucoup, puisqu'on a perdu cette connexion, je pense, au vivant. J'ai déjà été sur des bateaux et de voir des enfants qui pensaient qu'un poisson, c'était pané, quoi, tu vois. On a perdu ce lien, on a perdu ce lien de ce qu'il y a dans nos assiettes, d'où ça vient, comment ça a été produit, même les matériaux, tu vois, quand tu vas acheter quelque chose, un iPhone ou je ne sais quoi, parfois on a tendance à oublier que toutes les matières viennent de la nature. Donc, d'un côté, c'est ordinaire, c'est fascinant ce que l'homme a pu faire, tu vois, la technologie, l'intelligence pour faire ça à partir de matériaux de la nature. Et d'un autre côté, c'est fascinant, enfin, dans le mauvais sens, comment on peut aussi dégrader la nature. Mais voilà, c'est un peu, j'aime bien cette citation parce que du coup, faut pas oublier que voilà, tout ce qui est autour de nous, ça provient de la nature. Et une autre que j'aime bien, c'est vis tes rêves et pas rêver sa vie. Ah, c'était très très chouette. Ouais. Alors, dans ton actualité du moment, donc il y a donc pour début 2025 le salon de la plongée en tant que parrain. Donc tu y seras tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Oui, bien sûr. Alors écoute, au salon, on vous donne rendez-vous au salon. Voilà, on va mettre en place des expositions photos. Il y aura des conférences. On vient de sortir un livre sur la Méditerranée avec l'association We Are Méditerranée. Et pour le salon, on vous réserve une petite surprise avec certainement un autre livre en avant-première. Mais peut-être j'en dis pas plus, je garde le suspense. Exactement, on adore ça, le suspense. Voilà, oui, suspense. Donc voilà, avec des expositions, sachant que 2025, c'est l'année des océans en France. La prochaine réunion des Nations Unies aura lieu à Nice, donc chez moi. Donc on compte mettre un petit peu le paquet pour faire briller les océans et la Méditerranée. Waouh, ah super, une belle actualité. Voilà, et parallèlement, je travaille par contre toujours aussi j'ai 2 projets. Je travaille beaucoup sur la Méditerranée et un projet qui est vraiment à long terme, c'est sur les pôles. Donc régulièrement, je continue à aller documenter la biodiversité dans les pôles. Ok, donc là on peut continuer à te suivre d'ailleurs puisque tout ce travail est bien en cours. Tu alimentes certains réseaux sociaux, on peut regarder, ou c'est plutôt sur ton site web? Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement et suivre ton actualité? Alors, l'actualité, ce sera plutôt sur les réseaux sociaux. On est en train de refaire le site internet qui commençait à être un petit peu obsolète aujourd'hui. C'est vrai que j'ai une vie assez engagée, donc je consacre beaucoup de temps au projet sur le terrain. Et donc là, on essaie de mettre à jour un petit peu le site internet. Le site internet, c'est juste GregLeCoeur.com, oui, GregLeCoeur.com. Okay. Les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Greg Lecoeur, tout simplement? Ouais, Greg Lecoeur, Greg.Lecoeur. J'essaie d'alimenter du mieux que je peux, sachant que là, quand même, avec toutes les actualités qu'on a, je passe plus de temps sur les réseaux sociaux pour tenir informé la communauté. Super. Génial. Ah bah génial, on sait où c'est te retrouver. Je remettrai aussi dans les notes de l'épisode pour être sûr qu'on puisse te retrouver très facilement. Ça en vaut la peine. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Greg. Merci, au plaisir à toi. De te croiser au salon, je suppose. Oui, bon, on se voit là-bas. Parce que si toi tu n'y es pas, qui y sera? Oui. Exactement. Oui, on vous donne tous rendez-vous là-bas. Je pense que ça va être une très très belle édition. Il y a avec cette année des océans, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, mises en place. Donc, je dis à très vite. À très vite à Paris. Merci à Greg Lecoeur, c'est toujours un plaisir de parler avec ceux qui ont eu l'audace de construire leur vie autour de leur passion. Si vous souhaitez saluer Greg et voir ses photos exposées, eh bien ce sera possible au Salon de la plongée de Paris du 9 au 12 janvier 2025. Et comme je vous le disais, j'ai 5 fois 2 places à vous offrir. Il suffit pour cela de m'écrire à anbe@storylific.com, anbe, A-N-B-E, @storylific.com. Tentez votre chance car l'année passée, les 2 dernières places sont parties auprès d'une auditrice qui m'écrivait « Je suppose qu'il n'en reste plus ». Eh bien si, les podcasts sont rarement écoutés le jour même de leur sortie, donc cela vaut toujours la peine de tenter votre chance, quelle que soit la date de votre écoute. Bon, si on est le 12 janvier, là je vous l'accorde, c'est peut-être un peu tard. Tu retrouveras toutes les infos sur ces entrées et sur l'invité dans les notes de l'épisode.
À bientôt donc au salon. J'ai été jeter un coup d'œil pour vous sur le programme. Il y aura beaucoup de gens que j'adore et qui sont passés par ce podcast. Côté asso, on aura Longitude 181, fondé par Véronique et François Sarano. On aura aussi Un océan de vie et j'espère donc croiser mon ami René Euzet. Le film de Frédéric Lamotte, Le plongeur qui nous montre les merveilles du bassin d'Arcachon sera projeté. Tout ce petit monde est passé par le podcast et c'est toujours un plaisir de les revoir. Et bien d'autres personnes encore. Je vous mets dans les notes le lien vers la playlist Salon de la plongée, histoire de rester en mode plongée d'ici là. Et vous y trouverez aussi le lien vers le site du salon. Si vous y allez, n'hésitez pas à faire signe. Cela fait toujours très plaisir de vous croiser. On terminera la saison des grands entretiens dans le prochain épisode avec la vice-championne du monde d'apnée Marine Simonis, une compatriote. Elle est très sympa, super déterminée et j'ai adoré parler avec elle. Un enregistrement en présentiel, c'est que du bonheur quand ça peut se mettre. Comme toujours, parce qu'on ne va pas perdre les bonnes habitudes pour le 100e, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable et cela fait tellement plaisir. Et surtout, vos retours me motivent à chercher des invités qui vont vous faire rêver, vous émouvoir ou vous épater toujours plus. Bref, vous faire passer un super moment, où que vous soyez, dans votre voiture, en train de vous entraîner ou de passer l'aspirateur, pour vous offrir un moment de pur plaisir et d'évasion en nature, parce que c'est quand même là qu'on est le mieux. Merci à toi pour tes partages, tes retours et tout simplement ton écoute. Et merci à S-Adventure pour son soutien continu à notre podcast. À bientôt. Du coup, je vais le refaire. Okay. Du coup. Ok. C'est une belle photo derrière, dis donc. C'est qui l'a prise? C'est le voisin du dessous en fait. Il est sympa. Faudra le féliciter.